Bonjour Azadeka. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes sociologue à l'Université de Paris, spécialiste de l'Iran. Alors l'Iran qui est au centre de toutes les attentions après une escalade des tensions avec les États-Unis, qui a franchi un nouveau palier avec l'assassinat il y a quelques jours du général iranien Qassem Soleimani dans une frappe américaine. Alors on a vu les images impressionnantes de foule pour ses funérailles nationales. Est-ce que Soleimani était à ce point un héros ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue? Écoutez, bien évidemment, pour les Iraniens qui soutiennent le régime islamique d'Iran, Qassem Soleimani était un héros puisqu'il incarnait la puissance de l'Iran, du régime islamique d'Iran dans la région. C'est lui qui était le stratège de tout ce que le régime islamique a réussi de faire en Syrie. Ne l'oublions pas qu'ils ont soutenu Bachar al-Assad, en Irak et également même au Liban à travers le Hezbollah libanais et au Yémen à travers la Russie de Yémen. Donc effectivement, il s'agissait pour ceux qui soutiennent le régime d'un héros. Mais au-delà des personnes, parce que hier dans les manifestations impressionnantes à Téhéran par exemple, il y avait aussi des gens qui avaient au mois de novembre protesté contre le régime iranien, mais qui se sont trouvés aussi dans les manifestations pour commémorer le martyr, comme ils le disent, de Qassem Soleimani. Et donc l'élément nationaliste, à mon avis, est très important, mais aussi les sentiments anti-américains. Ah voilà, c'est ça, c'est l'anti-américanisme en fait. On a vu la foule scander à mort l'Amérique. Est-ce que vous diriez que cet anti-américanisme, il est lié à quoi? Il est lié à l'embargo que subit l'Iran depuis des années, à la présence militaire des États-Unis tout autour de l'Iran. C'est ça qui explique ce sentiment anti-américain? Pour les Iraniens lambda, je dirais, les sanctions américaines contre le pétrole iranien et contre le système bancaire iranien ont eu un impact très important sur la crise économique dont subissaient déjà les Iraniens. Donc tout n'est pas, si vous voulez, attribuable à cet embargo américain, mais en grande partie lorsque un État rentier comme l'Iran n'arrive plus à vendre son pétrole, ça veut dire que les caisses de l'État sont quasiment vides et donc la population, c'est la société civile qui en souffre. Donc une partie de cet anti-américanisme des Iraniens actuellement est liée effectivement à cette politique de Donald Trump. Ce n'est pas une politique américaine. Je vous rappelle que Barack Obama avait essayé de signer un traité nucléaire avec l'Iran et avait essayé aussi de stabiliser autant que possible les relations entre l'Iran et les États-Unis. C'est Trump qui est sorti de l'accord sur le nucléaire dès son élection et c'est Trump qui a imposé des sanctions de plus en plus lourdes sur l'Iran. Donc c'est lui, si vous voulez, qui est responsable de ce renouveau, je dirais, de l'anti-américanisme, non pas seulement auprès des gens du régime ou des gens proches du régime en Iran, mais des pans entiers de la population qui aujourd'hui subissent les conséquences de cette politique que personne n'arrive à comprendre non plus. Par exemple, l'assassinat de Qassem Soleimani, quel but est-ce que Trump poursuivait avec cet assassinat? Parce que quand on regarde ce qui se passe dans la région, les réactions qu'il y a eu au niveau régional par rapport à cet assassinat, c'est que l'influence de l'Iran a augmenté et que dans la région, pas seulement d'ailleurs en Irak, et qu'aujourd'hui, c'est les Irakiens qui demandent le départ de l'armée. Alors ça, justement, vous parlez de la zone d'influence de l'Iran. On sait que l'Irak et l'Iran ont été les pires ennemis du monde. Il y a eu quand même cette guerre dans les années 80 qui a été particulièrement dure. Vous diriez aujourd'hui que l'Irak est redevenu une zone d'influence de l'Iran, notamment parce que voilà, c'est aussi des chiites, ils ont aussi une majorité chiite, ils sont 60% de chiites et en Iran, ils sont 80% de chiites. Depuis la chute de Saddam Hussein, suite à l'intervention militaire états-unienne en 2003,
2003, les Iraniens ont commencé... Alors, sunnites, mais minoritaires. Il faut dire que la majorité de la population irakienne est chiite, et chiite 12 imamites, tout comme l'Iran, hein, parce qu'il y a d'autres types de chiites ailleurs. Et donc, à partir de 2003, les Iraniens ont petit à petit commencé à s'approcher de l'Irak. Il ne faut pas oublier qu'à la fois une bonne partie des Kurdes qui se trouvaient, des dirigeants kurdes qui se trouvaient dans l'opposition de Saddam Hussein, mais également et surtout des chiites, étaient hébergés en Iran. Ils étaient réfugiés en Iran et soutenus par le gouvernement iranien. Et donc, après la chute de Saddam Hussein, ce sont ces alliances, ces rapprochements qui ont déjà existé, qui ont permis à l'Iran de trouver sa place de choix sur l'échiquier irakien, d'autant que la majorité chiite était plus enclin à soutenir l'Iran. Mais en même temps, il y a eu énormément aussi de relations commerciales et économique entre l'Iran et l'Irak. Il ne faut pas oublier ça. Et que le fait est que les Iraniens ont également beaucoup collaboré avec les États-Unis, la force occupante à l'époque, pour essayer de faire, de recréer ce qu'on peut appeler un État irakien. Donc, et donc ça a continué sous George Bush, ça a continué sur plus tard Barack Obama. Tout ça a commencé à se défaire à cause de Trump. Sinon, les Iraniens, je pense qu'ils ont continué à avoir la même politique. Donc, il y a, je veux dire, beaucoup d'alliances, effectivement, et effectivement, on sait que les milices irakiennes, Hashd al-Sha'bi, par exemple, sont soutenues par l'Iran. Mais pourquoi cette milice a été créée? Qasem Soleimani et les Iraniens étaient les premiers à être présents sur le sol irakien pour combattre Daesh, les forces de Daesh. Et donc c'est Soleimani qui a organisé, si vous voulez, ces luttes contre Daesh en Irak, les chiites, les Kurdes, mais également les milices de Hashd al-Sha'bi et d'autres. Et raison pour laquelle il a gagné en popularité à la fois en Irak, mais également en Iran. En Iran, pourquoi? Parce que les Iraniens disaient c'est grâce à Soleimani que les frontières sont maintenant sûrs et que les gens de Daesh n'arrivent pas à franchir la frontière irakienne pour venir créer leur chaos en Iran. Donc il faut quand même contextualiser tout ça. Les Iraniens regardent l'Irak, regardent l'Afghanistan, enfin, les pays alentours, regardent aussi la Syrie et ne veulent pas que leur pays subisse le même sort. Alors, on lit parfois dans la presse occidentale que le régime des mollahs ne tiendrait qu'à un fil, que la population en a plus que marre, vous l'avez dit tout à l'heure. L'actuelle confrontation entre l'Iran et les États-Unis, est-ce que ça ne pourrait pas resserrer les rangs, notamment autour de ce sentiment nationaliste, mais aussi du coup autour des mollahs et renforcer le régime? Alors, autour des mollahs, je ne le pense pas. Il ne faut pas oublier que les mécontentements sont réels et sont là. Il ne faut pas oublier que depuis les 10 dernières années, l'Iran a connu 3 émeutes majeures. 2009, c'était les classes moyennes supérieures instruites, le mouvement vert, réprimé dans le sang. De nouveau, décembre 2017, janvier 2018, c'était les couches populaires qui se sont trouvées dans la rue, les jeunes issus des couches populaires. Et encore cette année, en novembre 2019, de nouveau, des couches populaires qui étaient dans la rue. C'est-à-dire que effectivement, le régime islamique d'Iran était en train de perdre des pans entiers de son soutien dans la population. Mais lorsque le pays est menacé, 52 sites culturels de l'Iran, patrimoine historique de ce pays sont menacés par Donald Trump. Que voulez-vous que les Iraniens fassent? Même ceux qui sont contre le régime sont obligés de resserrer les rangs pour défendre leur pays. C'est précisément ce qui s'est passé au moment de la guerre Iran-Irak en 1980 également. Et raison pour laquelle je regardais dans les réseaux sociaux, beaucoup d'Iraniens pensent que Trump travaille pour Khamenei, le guide. Alors justement, comment se joue là? Parce qu'il y a en Iran, il y a un président qui est Hassan Rouhani et il y a un guide suprême qui est donc Ali Khamenei. C'est quoi? Qui décide? Est-ce qu'il y a un pouvoir politique qui serait représenté par Rouhani ou est-ce que c'est le guide suprême qui décide de tout puisqu'il est à la tête des forces armées? Non. Le guide effectivement est le chef d'État. Rouhani n'est que le chef de gouvernement. Donc le président n'est que le chef de gouvernement. Il n'y a pas de premier ministre en Iran depuis 90
89. Hein. Donc néanmoins, et même si le président est élu au suffrage universel, le guide, lui, est élu indirectement par l'Assemblée des experts. En revanche, les décisions importantes n'ont jamais été prises par une seule personne. Il y a toujours un conseil. Le guide lui-même a ses proches conseillers. Après, vous avez le gouvernement, vous avez le Parlement de moins en moins, mais il y a un certain nombre d'instances, si vous voulez, qui participent à la prise de décision. Et raison pour laquelle vous ne voyez pas nécessairement des décisions à la hâte. Aujourd'hui, par exemple, ils sont en train de réfléchir à comment riposter par rapport à l'assassinat de Rassem Soleimani. Ce n'est pas le lendemain qu'ils sont allés commettre un attentat, par exemple, contre les États-Unis. Parce qu'il y a plusieurs instances, il y a un Conseil supérieur de sûreté nationale, il y a différentes instances, si vous voulez, qui donnent leur avis, mais en dernier ressort, c'est le guide qui décide, puisque c'est lui qui est effectivement chef de l'armée et de l'ensemble des forces militaires, y compris les gardiens de la Révolution et la branche extérieure qui est Al-Quds, dirigée par Rassem Soleimani. À quoi on peut s'attendre dans les jours, dans les semaines qui viennent de la part justement de ce guide suprême? Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il est bien pour lui d'augmenter encore la tension avec les États-Unis, ou est-ce qu'il faudrait plutôt pour les Iraniens et pour le gouvernement iranien et pour le guide suprême qu'il y ait une désescalade au contraire des tensions? Écoutez, moi je pense, comme l'a dit l'un des chefs militaires de l'Iran hier, nous on ne va pas riposter en bombardant. Parce qu'ils savent très pertinemment qu'ils sont encerclés par l'armée américaine dans la région et que leur marge de manœuvre militaire est très limitée. Ce qu'ils souhaitent faire, c'est de faire en sorte que l'armée américaine quitte la zone. Et donc, le vote au Parlement irakien qui demande aux Américains de quitter l'Irak est déjà, à mon sens, une réussite pour la politique iranienne. Et qu'ils a déclaré comme terroriste aussi, ce matin. Ce matin, le Parlement a adopté une loi qui classe toutes les armées américaines comme terroristes. Une armée terroriste. Bon, tout ça, si vous voulez, pour le moment, vous voyez, c'est des menaces, mais la politique qui est poursuivie ardemment par le régime islamique d'Iran depuis les 2 derniers jours, c'est d'obliger, de contraindre les gouvernements de la région, de demander aux armées américaines de quitter la zone. Bon, le gouvernement irakien est un gouvernement ami de l'Iran. Si vous voulez, ça va être beaucoup plus difficile de faire pression sur le Bahreïn ou sur l'Arabie Saoudite et j'en passe et d'autres, mais finalement, leur politique va dans ce sens-là et non pas l'organisation d'un attentat, etc. Ça m'étonnerait fort, puisque après, effectivement, les Américains ont une force de frappe très importante dans la région, à ne pas oublier aussi la riposte des Israéliens qui n'attendent que ça. Merci beaucoup, Azadeh Kian. Merci à vous.